Les sections Vilvoorde des régions de Bruxelles, capitale du parti flamand CDNV, ont organisé mardi 25 avril 2017 au campus VUB Etterbeek une conférence sur la RD Congo intitulée « Que veut la population congolaise ?» Comme orateur, Karis Bassoko, analyste politique, Sabine de Béthune, députée flamande de CDNV, Els Vanouf, député fédéral CDNV, William Ikolo, Centre Kilimandjaro, Elion Spilbin, ONG Mama Kivu, Paul Sapou, Fédération internationale des droits de l'homme. Vers la fin de la conférence, parole a été donnée à deux députés congolais de passage à Bruxelles et membres du rassemblement, Christophe Lutundula Apala et Deli Sesanga. Le mot de la fin a été prononcé par Madame Bianca Debat, secrétaire d'État bruxelloise à la coopération et développement. Mais en même temps, ce qui se passe en RDC en ce moment-ci, c'est aussi d'une importance énorme. Il y avait l'accord de décembre, du 31 décembre 2016, un accord historique. Il y avait la nomination du Premier ministre, une nomination fort contestée. Il y a des violations des droits de l'homme, il y a la violence dans certaines parties du pays. Et je pense qu'il est très important d'en parler. Et je sais bien que le président Kabila, quand il était en Égypte, il a condamné l'ingérence internationale. Il a plaidé en faveur de la non-ingérence internationale. Et c'est vrai, c'est un concept très important dans la diplomatie. Mais en même temps, il est important aussi de souligner que la non-ingérence ne peut jamais être l'indifférence. Que la non-ingérence n'est pas un manque de solidarité, surtout pas un manque de solidarité avec la population congolaise. Et donc c'est pour cette raison que nous voulons organiser ce débat ici entre nous. Il y a une demande de respect de la constitution congolaise, c'est normal, parce que c'est sur cette base-là qu'il y a beaucoup de problèmes l'année passée, et les problèmes continuent parce que Kabila veut renouveler son mandat. Il y a une demande explicite de respecter les droits de l'homme et les principes démocratiques, tels que la liberté d'expression et la liberté d'association. Ça, c'est encore très actuel, avec tous les événements à la prison de Kassai, les massacres, les fausses communes qui sont là, l'association de deux collaborateurs des Nations Unies. Il y a quatrièmement l'assistance sur un processus électoral juste et correct. Il n'y a toujours pas un calendrier électoral. Il n'y a pas encore un budget pour organiser les élections. Il y a aussi le dialogue inclusif qui est important avec la délégation de la CENCO qui a réalisé beaucoup. Mais je crois que ça reste encore important que le CENCO avec les évêques reste toujours dans le processus comme médiateur. Il y a enfin les sanctions individuelles. Je crois que c'est un point qui est réalisé par notre parti, que les gens qui ont commis les violations des droits de l'homme, qui ont utilisé la violence, l'organisation des citoyens sont aussi punis. Et depuis la fin de l'année passée, il y a des sanctions individuelles et je crois que c'est encore important de continuer avec les sanctions jusqu'à l'accord de Saint-Sylvestre être exécuté. Maintenant, on est avec des faits nouveaux, avec la non-exécution de l'accord. Je crois que le seul point qui est exécuté dans l'accord est le fait que Kabila reste jusqu'à nouveau début, donc il n'y a pas encore de nouveaux élus. Je crois que ça c'est le premier point qui est réalisé jusqu'à maintenant, qui reste jusqu'à ce moment-là. C'est un peu ironique, mais c'est la réalité. Parce que les élections ne sont pas encore préparées, c'est pour la fin de l'année. Il y a donc l'élément qui est important, qui ne peut pas envier un troisième mandat. Il y a le quatrième élément dans l'accord qui n'est pas exécuté, c'est la nomination du Premier ministre
ministre par le Rassemblement. Il a indiqué lui-même, je crois, Premier ministre. Il y a aussi les éléments qui sont très importants, comme la proposition du CENI, la commission électorale, aussi l'ouverture des médias, le contrôle des médias qui doit être composé, mais je crois que jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore réalisé. Il y a l'élément de la commission de hauts magistrats, avec aussi la solution pour M. Katoumi, qui n'est pas encore réalisée. L'accord était très important aussi pour la communauté internationale parce que l'accord était inclusif. Il y avait la délégation du CENCO qui était important. L'accord est accepté internationalement. Donc je crois qu'on va encore continuer de pousser pour cet accord et l'exécution de cet accord parce que c'est inclusif et il n'y a pas encore un autre accord qui est plus réaliste que celui-ci. Les nouveaux éléments qui sont là depuis janvier est que Kabila essaye de diviser l'opposition. Il a indiqué un Premier ministre du Rassemblement qui était dans le Rassemblement et il essaie avec cette figure-là aussi que les autres figures vont avec lui dans ce gouvernement et comme ça il essaie de diviser l'opposition. Il essaie aussi de diviser la communauté internationale. Il essaie de busquer la Belgique parce qu'il a unilatéralement dit que la collaboration militaire avec la Belgique c'est fini. Et je crois que c'est très important qu'on est resté très calme et qu'on n'a pas été émotionnel dans la réaction, mais qu'on a dit oui, ok, on a noté, mais on ne veut pas qu'on va polariser entre la Belgique et le Congo, mais qu'on reste dans la communauté internationale et qu'on va chercher une solution sur une base multilatérale. Ce qui est important aussi, qu'entre-temps, il y a un nouveau mandat pour le MONUSCO. Et aussi, dans cet mandat, il y a le fait que le secrétaire général, chaque 45 jours, il fait rapport sur l'accord de Saint-Sylvestre. Je crois aussi, comme ça, la communauté internationale reste ensemble. Je crois que c'est un élément très important qu'on soutient aussi de la Belgique. Un autre élément qui reste important, qu'on va aussi continuer avec les enquêtes internationales indépendantes sur les événements de Kasaï, aussi le fait que les deux collaborateurs des Nations Unies, qu'il faut aussi une enquête sur cet élément-là, qu'on demande un respect des droits de l'homme en général et des libertés. Donc c'est comme ça qu'on voit maintenant la situation. On reste sur l'accord Saint-Sylvestre et on reste dans le respect du contexte multilatéral et on n'essaie pas, comme la Belgique, d'être coincé, d'être mis dans un coin, d'être polarisé et comme tous les États africains vont dire oui c'est à cause de la Belgique, mais non, il faut vraiment ouvrir les canaux diplomatiques avec tous la communauté internationale. Je crois que c'est très important. Bon, c'est une analyse. Montée très très clairement. Il s'effondre pour l'instant, les matières premières s'effondrent, les salaires des fonctionnaires ont diminué de 30%. Je pense que les petits marchands dans la rue ne peuvent plus vivre. Le Minerval à l'école a triplé le prix du Minerval cette année. Donc la vie est encore de plus en plus dure. On se demande ici, en Europe, nous tous, comment la population congolaise fait pour survivre dans ce contexte-là. Puis deux, il y a cette recrudescence de la violence. Quand on voit ce qui se passe au Kasaï, ce qui se passe avec les charniers qu'on a découverts, on voit ce qui se passe à l'est du Congo, avec, on parlait d'une personne symbolique que nous connaissons, hein, le gynécologue, l'ami de Dr Mukwege qui s'est fait assassiner, mais il y a des morts tous les jours et la violence reprend. Quand on se rend compte que les accords politiques ne sont pas respectés, l'échéance électorale n'est pas respectée, et qu'est-ce qui est encore nouveau là-dedans, c'est que pour la première fois, la communauté internationale, pour l'instant toujours, on verra au jour le jour comment les choses évoluent, mais n'accepte pas le fait que ces accords politiques ne soient pas respectés.
Et ça, c'est nouveau, je crois, qu'il y ait au niveau global, qu'il y ait cet accord tant au niveau, pour ce qui nous concerne, de l'Union européenne. Donc la France joue un rôle important, mais la Belgique a vraiment bien soutenu cette position qu'il fallait aller dans le sens des sanctions. Je crois qu'elle a très bien expliqué notre position qui est claire, quand même, et assez courageuse pour l'instant. Qu'au niveau du Conseil de sécurité, la France a pris le lead, mais que les différents pays ont quand même fort soutenu une position qu'il faut soutenir la MONUSCO et qu'il faut respecter les accords de la Saint-Sylvestre, et que la nomination de ce Premier ministre aujourd'hui pour la transition ne correspond pas à ce que peut être. Alors c'est vraiment pas à pas de voir comment un régime qui est devenu tout à fait illégal en fait aujourd'hui peut se maintenir dans un contexte où la population dans la vie quotidienne est intenable. Ça fait référence à une situation pré-révolutionnaire en France, dominante soviétique, etc. Et d'autre part, une communauté internationale. Je réfère aussi à ce qu'on dit au Conseil de sécurité des représentants, je crois, du Sénégal et de la SADC, qui ont aussi condamné quand même la position du gouvernement canadien. Donc ce sont des composantes quand même assez uniques dans l'histoire du Congo, de voir au jour le jour comment les choses peuvent tenir et évoluer. On a beaucoup parlé déjà depuis. Merci pour l'invitation et l'organisation. Un débat très important. Je relance un peu ce que Mme Elsa a dit. Oui, ce qui nous arrive était prévisible quand on compare le dernier mandat du président Kabila sur le plan des droits de l'homme. Il s'y est préparé. Il est presque dans tous les prismes de sa stratégie de maintien du pouvoir, de son maintien au pouvoir. Donc, avec cette volonté déterminée pour absolument garder le pouvoir, il fallait absolument anticiper. Anticiper pour nous, défenseurs des droits de l'homme, c'était commencer à prendre des sanctions. Et on pouvait prendre ces sanctions à travers des procès qui sont connus et qui ont échoué chez nous. Beaucoup de procès, je ne prends que le procès chez Bénin. Mais là, on a vu que la communauté internationale s'habille, ne nous a pas du tout appuyés. Et même la Belgique avait, je répète, privé à Mme Lavelle-Chebeya même un visa pour des transits pour passer ici aller au Canada. Et on pouvait également anticiper lorsque nous disions qu'il était en train de mettre en place une stratégie, madame, de quadrillage sur le plan sécuritaire, militaire, en créant des zones militaires, et à la tête desquelles il a placé des officiers qui lui obéissent au doigt et à l'œil, et qui sont maintenant en train de décimer la population dans les Kasaï centrales. Nous, à l'époque, nous avons dit il faut punir, il faut agir, il faut sanctionner. Mais à un moment donné, je pense qu'on nous a un peu écoutés. Nous étions parmi les premiers à pouvoir travailler avec la Belgique. Je sais ce que je dis, pour que ces sanctions soient activées tant au niveau de l'Union européenne et au niveau, disons, du Conseil de sécurité, puisqu'on a commencé déjà à en parler il y a de cela 2 ans déjà. Mais les leads pour ces sanctions ciblées ont été prises surtout par... Ces leads a été mené par les États-Unis d'Amérique. Et donc, on a fait des missions, vous avez suivi, avec les amis du groupe, des groupes citoyens, des associations citoyennes, comme Filimbi, Lucia. Nous sommes allés à Washington, nous avons obtenu ces sanctions de quelques individus, puisque nous avions une liste que mon organisation, la FIH, avait beaucoup travaillé et qui a beaucoup servi aussi, Madame Sabine. Alors, mais ce n'est pas suffisant, Madame Els. Pourquoi? Puisque nous demandons que des sanctions visent également les réseaux de tous ces messieurs qui s'adonnent à cœur joie à bloquer le processus de démocratisation chez nous et aussi
tous ces réseaux de l'impunité, tous ces réseaux qui agissent. On sait que M. Caleb, par exemple, nous tente, quand il va agir en Belgique, il utilise des réseaux. Nous connaissons ces réseaux-là. Pourquoi les Européens ne peuvent pas frapper aussi ces réseaux-là, etc. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, quand vous organisiez ce débat, vous m'avez posé la question, je m'excuse, hein, je viens à peine de rentrer d'Addis Abeba il y a un jour, un autre débat de ce côté-là, puisque après New York, après l'Europe, après au bilatéral avec certains pays, on nous a demandé aussi qu'il fallait bouger un peu l'Union africaine. Et ça, c'est un autre débat avec tout ce qu'il y a eu, avec les fameux représentants du président de la commission de l'Union africaine, sur place, M. Abdou Abari, au sortir sur le perron, au sortir de son entretien avec M. Bruno Tshibala, il y a eu cette déclaration qui a mis tout le monde mal à l'aise. Et on en a parlé à Addis Abeba, mais on a compris qu'est-ce qu'est l'Union africaine. Voilà pourquoi nous demandons, nous disons à la question que vous m'avez posée sur Internet, oui, le taux de violation des droits de l'homme a augmenté. Prenons ne fût-ce que les élections de 2000, les dernières élections qu'il y a eu, 2011. Nous avions 2 ou 1 mois avant ces élections, pendant ces élections et après ces élections, nous avions enregistré plus de 6600 cas de violation grave des droits de l'homme en ces moments-là. Souvenez-vous, M. Etienne, le président personnel, le président Tshisekedi, revenant d'une tournée, en Dili, on a tiré à bout portant. Les vidéos sont là. En ce moment-là, nous crions déjà, les rapports sont là, il faut sanctionner. Mais la réponse c'était non, on n'a pas encore atteint un niveau, madame, un niveau pour sanctionner, etc. Mais aujourd'hui, c'est toujours dans le cadre de la problématique d'organiser des élections correctes qui doivent nous amener à l'alternance politique dont ce peuple a besoin actuellement. Puisqu'on n'en veut plus, on ne veut plus du président Kabila. Aujourd'hui, on constate que tout ce que le président a mis en place, un outil de répression durant ces 3 dernières années de son mandat, aujourd'hui, c'est cet outil-là qu'il utilise. Et en même temps, avec la stratégie de créer des foyers de tension. Christophe, honorable, vous vous souvenez, je me souviens comment, dans les Sankourou, il y a un politicien qui est à Kinshasa et qui devient un grand maître chanteur, un porte-parole, même des individus, alors que les gouvernements ne se réunissent pas. Ce qu'il a fait dans Sankourou. Dans Sankourou, il y a eu, par exemple, des gens à qui on a mis un clou sur la tête. On a tapé dessus, puisqu'ils étaient de l'opposition ou proches de l'opposition. Il y a des gens qui peuvent témoigner, l'honorable qui est là, le Tundu la peut aussi témoigner. Voilà des choses auxquelles nous adonnons pour dire qu'attention, le curseur est mal parti, il faut des sanctions. Alors voilà, aujourd'hui par exemple, avec ce qui se passe dans les Kasaï centrales, évidemment, ils ont profité d'un conflit de pouvoir traditionnel pour pouvoir greffer une autre stratégie, afin d'éviter l'enrôlement des électeurs dans les Kasaï, afin de pouvoir punir une population qui est dans les Kasaï, qui est une population qui n'est pas du tout acquis à la cause du président Kabila. Aujourd'hui, avec l'assassinat du chef coutumier Kamina Sapou au mois d'août passé jusqu'aujourd'hui, nous avons jusque-là, ce sont des chiffres qui ne sont pas vraiment exhaustifs, nous avons dénombré à peu près
2 milliers de personnes qui ont été exécutées. Et j'ai des chiffres, hein, j'ai un rapport qui va bientôt sortir sous l'appui politique de la FIDH, très accablant et très salé. 2000 personnes tuées et des villages rasés. Pas moins de 600 000 déplacés à l'intérieur des provinces du Kasaï. Il y en a qui sont déjà partis en Angola. La zone devient invivable avec une présence militaire qui en veut à tout ce qui bouge, aux jeunes, aux femmes. Et nous avons eu le courage, évidemment, de sortir cette vidéo, la première vidéo où les militaires tiraient à bout portant. C'est nous avons dit non, ça n'est trop, allez, balancez l'élément. D'où toutes ces attaques, un certain vendredi. Merci beaucoup, Peter. Mes chers amis, nous sommes quelque peu, j'allais dire, désarticulés. Je vais vous expliquer. Nous nous demandons si c'est un débat entre nous Congolais ou c'est une séance pour nous adresser à nos amis européens. Cela est important parce que ce qu'on dit, ce qu'on doit dire, je pense, c'est nous qu'on s'adresse à eux ou qu'on parle entre nous. Deuxièmement, nous aurions souhaité, mon collègue Cessang et moi, avoir des éléments de construction d'une autre perspective. Nous avons eu le privilège, lui et moi, tous les juristes, d'être jusqu'à présent au cœur du dispositif des négociations du côté du rassemblement. Nous allions être aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, qui est le président du rassemblement, mais il y a eu d'autres contraintes politiques qui ont fait qu'il n'a pas pu voyager hier. Ça ne sert à rien de vous prendre du temps. Je regarde, nous n'avons plus que 29 minutes pour atteindre 22 heures. Et nous allons peut-être essayer très rapidement de donner quelques petits éléments. S'il était préférable pour nous que nous puissions engager une discussion avec vous les Congolais pour nous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de remarques qui nous sont faites par les Congolais à bon droit, nous ne sommes pas de parfaits, et pour aussi entendre ce que vous voulez. Cette communication nous paraissait importante. On espère que nous pourrions peut-être entre nous essayer de structurer quelque chose dans ce sens-là. Parce que c'est très important. Nous sommes à une phase décisive. Ça passe ou ça casse. Vous prenez 58, tout le combat pour les libertés. Vous prenez la conférence nationale, Sun City avec la Constitution. On a mis en place un ordre politique, assis sur une constitution. Où la constitution est sauvée, on tourne la page. Maintenant, j'ose même dire que tout ce qu'on a fait au cours des 30-50 dernières années est en train d'être soumis sur un tamis pour voir qu'est-ce qui va rester. Ou alors, ça n'est pas ça, et on retourne à la case départ. Et donc il est nécessaire qu'on communique un peu plus avec vous, surtout nous qui avons la responsabilité finalement de conduire in concreto ce qu'on veut. Ce n'est pas le cas. Moi je vais vous donner quelques petits éléments d'appréciation et Deli, c'est Sanga, va essayer très rapidement, parce qu'on va faire 22 heures, vous donner des éléments concernant la situation des enjeux actuels. Pourquoi le rassemblement tient à l'accord? On nous dit que nous nous battons pour les postes, qu'on a oublié les intérêts de la population, qu'on ne veut pas des élections. Deli va rapidement essayer de donner des éléments d'appréciation. Pour ma part, première question, l'Union africaine. Nous ne pouvons pas nous attendre à quoi que ce soit de l'Union africaine. Et tout le monde est d'accord avec moi.
Voilà. Ça c'est très clair comme de l'eau claire dans un verre clair. On a connu le temps du président Mobutu. Moi-même, votre frère, j'étais aux côtés de Monseigneur Mutsengo. Nous avons reçu Salim et Ahmed Salim, secrétaire général de l'Organisation d'unité africaine. Il est venu. Monseigneur Mutsengo et moi, nous avons parlé avec lui. J'ai présidé la commission de transition à la CNS. Il est parti voir le président Mobutu. Puis après, il a pris son avion. Il n'est plus jamais revenu jusqu'au départ du président Mobutu. On a connu Kodjo, plus de 10 millions en fumée. Absolument rien. Et vous suivez les déclarations de représentants spéciaux, Maman Sidikou, et puis de représentants de l'Union africaine, qui est son ancien directeur de cabinet. Ils sont tous nigériens, d'ailleurs il était ambassadeur aussi. Vous avez suivi, quelqu'un en a parlé ici. Mais ce qui est plus dangereux, c'est ceci. Je vous ai dit que ça aux amis européens. Premièrement, dans sa vie, le président Kabila systématiquement l'Afrique contre les Nations Unies et contre l'Union européenne. Voilà. De sorte que les organisations régionales et sur-régionales africaines deviennent en faire le bouclier. Et vous comprenez pourquoi on nous a annoncé hier les sommets de la CEAC les 28 et les 29. Si vous lisez le communiqué, le communiqué final, qui a été lu, je crois, avant-hier, à Libreville, vous allez voir déjà ressortir ça. Nous avons été avec la SADC, Denis et moi, nous étions là avec d'autres, et curieusement, le communiqué que la SADC sort, c'est totalement à l'antipode de notre entretien. Quand la résolution 2277 sort, c'est Zuma qui prend le contre-pied. La 2348 sort et on fait le tour maintenant pour que l'Afrique réagisse en disant oui, il y a de bonnes choses qui se font ici, l'Afrique aux Africains, la souveraineté. Il faut faire attention à ça. Là, l'Union africaine est plus que dangereuse pour la République. Deuxième élément, et c'est le piège dans lequel vous tombez, collègues parlementaires, le principe de la subsidiarité. Lorsque dans la résolution 2277, le Conseil demande au secrétaire général d'user de ses bons offices pour dénouer la crise au Congo, l'Union africaine, l'Union européenne se décharge, donc les Nations Unies, le secrétaire général Ban Ki-moon, et l'Union européenne se décharge sur l'Organisation de l'unité africaine. Ça, c'est Kodjo. C'est comme ça que Kodjo est arrivé aussi. Cautionné, parce qu'on a invoqué la subsidiarité. Maintenant, nous sommes dans le 22, 23, 48, la résolution. Les dangers que l'on voit venir, c'est encore la même chose. L'Afrique aux Africains, souveraineté, principe de subsidiarité, on charge la CEAC, et la CEAC c'est l'Afrique centrale. Vous connaissez ce que c'est que l'Afrique centrale. On charge la SADC, et chez vous ici, vous allez dire non, 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 ce sont vos problèmes. Vous oubliez que nous avons l'accord de partenariat de Cotonou, l'article 8 et l'article 9. Vous oubliez que dès le premier article, la Charte des Nations Unies accorde une importance particulière aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales. Vous oubliez que la MONUSCO est là, chapitre 7, et j'en passe. Voilà le problème de l'Union africaine. Donc ça devient un danger pour nous, et je voudrais vraiment qu'on y réfléchisse. Deuxième élément, nous nous diabolisons beaucoup, nous nous culpabilisons beaucoup. Crise morale, crise de ceci, crise de cela. Sous le terrain, nous pouvons vous dire, c'est ça et moi, que si les élections ont eu lieu, il n'y aurait jamais eu la crise actuelle. Il ne faut pas qu'on se culpabilise, qu'on se trompe de cible. C'est parce que Joseph Kabila n'a pas voulu, ne veut pas quitter le pouvoir, qu'on n'a jamais eu les locales et les municipales, qu'on n'a jamais eu les provinciales et sénatoriales, parce que les sénateurs et les députés provinciaux ont fait 5 ans. Ça se préparait. Si vous voyez les débats parlementaires, vous trouverez nos interventions sur la question. On a dit, attention, on termine les législatives,
la présidentielle avec toutes les contestations, nous avons 5 ans pour organiser ça. Mais on voulait créer un précédent. Donc, il y a d'abord le problème de construire le leadership national. C'est ça. Mais nous culpabilisons. Là, le côté moral, ça se construit. Mais n'oubliez pas que le politique tient le tout à l'État. Vous comprenez? Et ça permet d'entrer immédiatement sur la société civile. C'est un débat qu'on a eu ici. Moi, je l'ai eu pendant 20 ans à l'Assemblée parlementaire à ces pays européens. J'ai toujours dit aux Européens, notre société civile n'est pas la vôtre. J'ai présidé la commission de Toulouse. J'ai travaillé ici avec 11-11-11, avec Global Witness et d'autres ONG britanniques et belges. Au Congo, il n'y a aucune ONG qui a été en mesure de travailler avec ma commission sur le contrat minier. Ils ne sont pas outillés, ils n'ont pas les mêmes facilités au niveau des autorités. Et puis, il ne faut pas séparer la société civile de la classe politique. Ça se faut et archi-faux. La société civile a des limites, et ce n'est pas pour rien que chez vous, en Occident, dès que quelqu'un entre en politique, il quitte la société civile. Il faut construire le leadership national. Il faut un État au Kivu, il m'a soufflé tout à l'heure. Il n'y a pas au Congo une province ou un point qui a une société civile plus forte que l'Est, que le Kivu. Mais parce que l'État est absent, parce que le leadership national est absent, vous savez ce qui s'y passe. Kasaï central, c'est l'absence de l'État. Donc il ne faut pas toujours évoluer en faisant croire que la société civile, c'est le salut. Non, elle porte les mêmes tares que nous, la classe politique. Moi, j'ai commencé à la société civile. Il le connaît bien. Donc, je voulais apporter cette précision. Alors, il y a le patriote qui a dit 39 policiers. Vous avez parlé de ce qui s'est passé à Paris, soit hier ou avant-hier. Mais vous avez oublié un détail. L'État, le gouvernement, a organisé les funérailles et tout le monde est venu. On nous a dit qu'il y a eu 39 policiers qui ont été tués. Mais ceux qui ont annoncé n'ont jamais fait comme s'ils étaient tués. Il y a quand même un problème. Et nous avons demandé qu'on nous dise qu'ils étaient tués, oui ou non. La famille. Ce sont des policiers, ce ne sont pas des citoyens anonymes. Donc il faut nuancer aussi certaines choses. Là, je crois qu'il y a un problème d'information. Et je vais terminer. Les sanctions. J'ai comme l'impression qu'il y a un consensus. Tant mieux. Chers collègues, vous vous rappelez ce que j'ai dit ce matin. Aujourd'hui, il y a la résolution 23, qui est allée loin, qui a même dit qui est sanctionnable. Je vous ai dit, pas de sanctions signifie complicité. C'est ça. Les autres vont nous dire, bah, écoutez, criez comme vous voulez, ben on négocie les affaires. Vous avez parlé de la diplomatie secrète. Ils ne feront rien du tout. Dites ce que vous voulez, l'Union européenne, sont bien. Mais bon, on va appeler les chefs de l'État, on va appeler tel ministre. On n'a pas de sanctions, donc ils sont d'accord avec nous. Sanction, c'est un problème de justice. Nous partageons les mêmes valeurs. Je vous rappelle l'accord de partenariat de Cotonou. Depuis Yaoundé, depuis Lomé, qu'on a commencé cette coopération. Article 8, les fondamentaux, État de droit, droit de l'homme, liberté fondamentale, démocratie, alternance. C'est ça Cotonou. Ok? Et on partage ces valeurs-là. Ce n'est pas compréhensible que ceux qui violent cela, ces fondamentaux, trouvent de la place dans votre société. Ils disent souveraineté
Mais attention, souveraineté, c'est pas laissez-nous tuer, bâillonner, réprimer à huis clos. Et vous savez, nous avons des mécanismes de dialogue et de contrôle. Donc, la justice la plus élémentaire exige que ceux qui violent les fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on peut descendre charte africaine des droits de l'homme, des peuples, démocratie, élection, gouvernance, et ainsi de suite. Eh bien, ils doivent être sanctionnés. Et enfin, ils sont libres, les autres Congolais sont réprimés. Comment les voir arrêter alors ce qui se passe? Voilà la question. Donc la question sanction, vous avez appliqué les sanctions au régime du président Mobutu. Je connais bien parce que je venais à l'Assemblée parlementaire avec la CPI. Il ne faut pas deux poids, deux mesures. Il faut continuer. Donc moi, je termine. Je voulais m'adresser à vous et apporter ces quelques précisions sur le débat. Je laisse la parole à Denis, en espérant que nous devions avoir une séance pour écouter ce que veulent nos compatriotes. Que nous reprochent-ils? Voilà, abalez d'abord. Par rapport à ce qui a été dit, et après par la suite, ce qu'a énoncé Christophe, le comportement déviant d'un seul ne doit pas nous faire réfléchir comme si c'est toute la société qui était en crise morale. En fait, nous nous sommes retrouvés il y a une dizaine d'années et nous nous sommes rendus compte de la situation qui était dans notre pays et nous nous sommes dit on va mettre en place un modèle de démocratie et qui était fondé sur quelques axes principaux. Et ces axes n'ont pas été décidés par Kabila, nous les avons tous décidés ensemble. C'était quoi? On n'avait plus d'armée, il fallait en créer une. On n'avait plus de justice, il nous en fallait une indépendante. Et on s'était rendu compte que l'immensité du territoire national exigeait une décentralisation et nous en avons voulu. Et nous nous sommes dit, au fond, si nous faisons la guerre chez nous, c'est parce qu'il y a une crise de légitimité. Et donc on va enraciner dans la Constitution les mécanismes qui vont permettre l'alternance. C'est Kabila seul qui s'est mis sous un mode de fonctionnement déviant par rapport à ce modèle. Ce modèle qui devait, au cours de 10 ans, être consolidé et nous permettre de sortir en fait de notre cycle habituel. Et cette responsabilité est grande. Pourquoi? Parce qu'elle a fini par faire croire à certains de nos compatriotes, et je crois que c'est ce qui est sous-jacent à certaines questions qui ont été posées ici, en disant, mais vous dites qu'il faut prendre des sanctions, mais ces sanctions ne suffisent pas. Ne faut-il pas aller plus loin? Je comprends les sous-entendus de ces questions, mais on était sorti de ces modèles-là et le système a été mis en faillite, une faillite économique créée par une mauvaise gestion pendant 10 ans, gâchis des opportunités qu'il y avait. Faillite des institutions, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus une seule institution qui fonctionne. Et faillite sécuritaire, parce que nous parlons de la situation du Kasaï. Il y a environ 10 000 hommes qui ont traversé du Sud-Soudan qui se baladent, que personne ne contrôle aujourd'hui dans la zone de l'Itourie. J'y étais encore il y a une semaine. Il y a la situation à la frontière avec le Centrafrique, avec des camps de déplacés que personne ne contrôle. En Angola, je parlais avec le ministre angolais des Affaires étrangères, il me disait, dans la ville de Dundo, aujourd'hui c'est 15 000 Congolais et il en traverse presque chaque jour 500 nouveaux qui y vont. Il y a un camp de réfugiés. Ça veut dire que à la frontière entre l'Angola et la RDC se crée comme dans les années 90 un camp de réfugiés comme il y en avait à Mugunga et à l'est du Congo. Mais sauf qu'aujourd'hui, ces camps sont en Angola et menacent la sécurité de l'Angola. Et l'Angola aujourd'hui prend au sérieux cela. Je pense que l'Afrique n'apportera pas de solution à la crise congolaise. Par tradition, les Africains ne font pas de diplomatie préventive. C'est lorsque les conflits surviennent et qu'ils sont réellement ouverts sous le mode de la violence que la diplomatie africaine s'agite pour agir. Mais
lorsqu'il s'agit d'anticiper, de prévenir, jamais la diplomatie africaine n'a été efficace. Et donc, je pense qu'il faut rien fonder là-dessus. Et donc, nous, quand nous nous sommes retrouvés, c'est vrai que beaucoup nous l'ont reproché. On dit, dans une certaine mesure, l'accord du 18 octobre, l'accord du 31 a été le prolongement de la stratégie de glissement de Joseph Kabila. Peut-être l'a-t-il utilisé de cette manière-là, mais l'accord du 18 octobre, c'était l'une des options à une alternative. C'est soit les chaos, le pays verse dans la guerre civile et la menace continue d'exister. Le Congo peut à tout moment verser à nouveau dans une guerre civile, dans un conflit ouvert qui sera autrement plus violent. Moi, j'ai l'avantage d'avoir fait la rébellion. Je sais ce qu'il en coûte, je sais quand vous avez démarré, les dégâts que cela comporte. Nous avons, en âme et conscience, considéré qu'en toute responsabilité, on pouvait trouver une solution pacifique à la crise, en usant de pression au niveau de la sous-région, en mobilisant la population congolaise, à l'intérieur comme à l'extérieur, et le levier de la communauté internationale pour dire on met en place un dispositif. Mais aujourd'hui, ce dispositif est mis à rude épreuve par le faible engagement de Kabila pour qu'il soit appliqué. Que faut-il faire? À mon avis, la même chose que nous avons faite lorsque, après le 18 octobre, il a voulu avancer tout seul dans un schéma qui consacrait plus les glissements qu'autre chose. C'est que les gens ne disent pas. L'initiative de la CENCO n'était pas une initiative de gaieté de cœur de Joseph Kabila. C'est la sous-région. C'est l'Angola, le CRGL qui ont demandé à ce qu'on reprenne les discussions sous un mode inclusif pour arriver à un accord qui pouvait résoudre les problèmes. Aujourd'hui, on est encore dans le même cas de figure. Si certains pays, notamment l'Angola, poussés également par la communauté internationale, ne s'impliquent pas davantage pour dire là il y a une menace réelle à la sécurité sous-régionale, en sus des sanctions de tout ce que l'on peut faire, alors on ne laissera pas au Congo d'autre choix que de verser dans une violence forte, brute, et qui va se traduire par une guerre civile. Parce que quand on circule à travers le Congo, on trouve très peu de gens aujourd'hui acceptant que le pouvoir de Joseph Kabila puisse continuer. Il y a très peu de gens qui acceptent que la perspective des élections, parce que quand on parle des élections, les gens nous disent, mais vous voulez le gouvernement et vous avez oublié les élections. C'est parfois les reproches qu'on nous fait. Mais il ne s'agit pas d'accepter n'importe quelle élection. Il s'agit d'aller dans une élection qui ne soit pas pipée par le pouvoir, où Kabila va se reproduire d'une certaine façon. Parce que nous savons que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous aurons à confronter ces problèmes demain. Et pour l'éviter, nous nous sommes donné des mécanismes pour pouvoir y aller. Et si le pouvoir de Joseph Kabila insiste pour avoir le full contrôle de tous les leviers institutionnels, de la CENI, sécuritaire pour aller aux élections, c'est bien parce qu'il ne veut pas que l'alternance puisse avoir lieu, que les élections soient réellement libres et que, au fond, même la participation de tous les candidats à cette compétition électorale ne soit pas garantie, ce qui explique par exemple que le cas de Moïse Katumbi, dont le dossier a fait l'objet d'enquête par la CENCO et qui est vide, continue aujourd'hui à poser problème. Donc, nous avons besoin que sur ce point, la communauté congolaise, aussi bien à l'étranger qu'à l'intérieur du pays, continue à soutenir le principe d'application de l'accord. Je pense qu'on n'a pas épuisé tous les moyens de pression et qu'on puisse y aller dans un équilibre qui soit garanti entre le camp présidentiel de Joseph Kabila et le camp de l'opposition. En ce qui nous concerne, au niveau du rassemblement, nous voulons et nous allons continuer à faire cette pression aussi bien en interne qu'à l'externe, sans jamais flancher dans la crise morale à laquelle vous avez fait allusion. Donc, si nous avons d'autres moments, peut-être nous aurons l'occasion d'approfondir un peu plus en détail l'ensemble de ces problématiques, mais c'est
l'enjeu majeur aujourd'hui, cette mobilisation autour de cet accord qui reste la seule feuille de route crédible pour une issue pacifique à la crise créée par un seul Joseph Kabila. Merci. Aussi, qui est trop modeste, mais qui occupe une fonction importante à l'échelle européenne, mais qui malgré ça trouve le temps et surtout l'énergie d'organiser cette soirée aujourd'hui, cette rencontre. Et je le félicite et il faut l'encourager parce qu'il fait vraiment un très très bon travail. Je peux l'applaudir. Alors, ne vous inquiétez pas, mesdames, messieurs, je ne serai pas très longue puisque vous avez compris que je suis le dernier obstacle entre la soirée de réflexion et la réception. C'est important aussi. Mais c'est vrai, je le dis en plaisantant, mais c'est aussi ça, quelque part, je pense, nous l'avons aussi bien fait, c'est aussi l'échange et la rencontre. Mais quand même, vous dire 2-3 mots. C'est un débat qui est loin d'être fini. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais on est tous d'accord aussi que c'est très important d'avoir organisé cette rencontre et d'avoir réfléchi sur le futur du Congo. C'est vrai que le pays, ou les deux pays, sont loin, en kilomètres, mais sont quand même très proches et vraiment profondément dans notre cœur. J'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois à Kinshasa, et c'est vrai que j'ai été touchée par la diversité. C'est pas moi qui va vous convaincre, il y a les parcs naturels, les mines du Katanga, la créativité aussi qu'on sent à Kinshasa. Mais on a quand même parfois tendance à oublier les Congolais. Les Congolais qui se battent tous les jours, qui se débrouillent, comme on dit là-bas, pour gagner leur vie tous les jours. Et on sait, c'est un cliché, mais il faut quand même bien se rendre compte, aussi, surtout nous, ici les Belges, que le Congo est un pays qui est très riche en matières premières. Et quand je préparais cette rencontre, j'ai encore lu pas mal de choses sur le pays. Salaire moyen annuel, $150 par an. Il y a 50 ans, c'est pas très loin, c'est 50 ans dans l'histoire, le Congo était au même niveau de développement que le Corée du Sud. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque le pays est tout en dessous de la liste. Malheureusement, le pays est tout au-dessus de la liste quand on parle de corruption, vous l'avez dit aussi, quand on parle de violence envers l'opposition, etc. Et je suis aussi compétente pour la coopération. Je n'ai pas les mêmes budgets que le fédéral ou l'Europe, mais j'investis quand même. On n'a que 2 pays avec lesquels on travaille. C'est le Maroc, mais c'est aussi la région, la ville-province de Kinshasa.